Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui car j'ai l'immense plaisir d'accueillir une personne très importante pour moi puisqu'il s'agit d'Adrien Melchior qui est le musicien qui a réalisé le jingle du podcast. Et oui, c'est moi. C'est bien moi. Bonjour, mère. Donc tu es musicien mais aussi sound designer, c'est comme ça que ça se dit? Ouais, c'est ça. Designer sonore, ça marche. Designer sonore. Tu es aussi formateur et tu fais également partie d'un groupe qui s'appelle Flow Machine. En effet. Ça fait combien de temps que vous avez le groupe? Ça fait depuis c'était quoi? C'était depuis le Covid en gros. En fait, on s'est rencontrés, enfin certains on se connaissait déjà avant, parce qu'on a participé tous à une sorte de résidence qui a duré 3 semaines, où on était à 3 endroits différents, c'était 3 fois une semaine. Et c'est une résidence où il y avait plein de gens, c'est-à-dire qu'il y avait des musiciens, il y avait des chorégraphes, il y avait même des architectes, des photographes, enfin, il y avait plein de gens comme ça. C'était un peu, une sorte de dynamique de relancer un peu la création, la créativité, tout ça. Et du coup, on s'est retrouvés là-bas et on s'est mis à faire de la musique. Il n'y avait pas que nous, d'ailleurs, il y avait d'autres gens aussi. Okay. Et on a fait des trucs avec justement de la danse, avec des gens qui écrivaient des textes et tout. J'aurais trop aimé voir. On a fait plein de trucs là-bas, c'était trop cool. Moi, c'est la première fois que je travaillais du coup sur un plateau de danse, théâtre, quoi. Et on était tous là et on improvisait. Et en fait, à force d'improviser de la musique à 6-7, et bah, on a trop kiffé juste le fait de se retrouver et de faire de la musique ensemble, improviser, mais de façon un peu musique électronique, quoi. Oui. Et en fait, il y en avait certains qui n'étaient pas de Caen, et du coup, en fait, ceux de Caen sont restés. En fait, l'envie est restée de continuer à faire ça. Et du coup, ouais, ça fait depuis... ça va faire 2-3 ans, quoi. 2-3 ans que vous avez le groupe. Ouais. Parce que je me suis permise de regarder un petit peu ce que vous faites. J'ai vu que dernièrement, tu avais eu un concert et vous faites des impros assez souvent. Vous composez pas des choses. En fait, c'est que des impros. Mais c'est ouf de faire ça. C'est-à-dire que vous arrivez, vous savez pas du tout à l'avance ce que vous allez faire et c'est entre vous que vous trouvez une symbiose musicale. Comment ça se passe? Alors oui et non. C'est un truc que je trouve ça fou, quoi. Sans entraînement derrière. Alors il y a un peu d'entraînement parce que du coup on pratique tous la musique et on pratique tous les instruments qu'on amène. Donc on va dire qu'on découvre pas tout. Et ensuite il y a plusieurs façons de faire dans le sens où des fois on a le temps et on a la possibilité de s'organiser pour répéter ensemble, ce qui fait que on se retrouve des journées entières ensemble en studio de répète où en fait on fait de l'impro tous ensemble. Okay, et de ça souvent naît un peu des choses et en gros on garde un peu ces pistes là, tu vois. Par exemple ça nous est arrivé de faire des lives où du coup on avait pu répéter avant et on s'était dit ah bah vas-y genre on ouvre avec tel type un peu de sonorité, puis après on aimerait bien arriver jusqu'à un truc où c'est un peu plus genre des bruits un peu plus fouillis machin. Donc en fait tu vois il y a des fois où on se met comme ça des sortes d'étapes un peu mais qui sont méga fous, hein. Après ce qui est joué en vrai pendant ça c'est complètement impro. T'as un peu des sortes de directions, tu vois. Et il y a d'autres fois comme là par exemple la dernière date qu'on a faite qui était au château. Oui, c'était ça. Sur le toit du restaurant du château là, donc c'était un spot trop cool, une sorte de rooftop. Et là par contre on n'avait pas du tout répété avant, donc vraiment on est arrivé, ça faisait des mois qu'on n'avait pas joué ensemble et tada. Après il y a la durée aussi, tu vois, genre là on a joué 3 heures. Mais c'est ça qui est ouf, tu joues 3 heures en impro, mais c'est... Mais c'est plus facile que de jouer 20 minutes en impro, parce que 20 minutes en impro, t'as intérêt à ce que tes 20 minutes elles soient excellentes. Ah bah oui, c'est vrai. C'est maintenant, allez go, sois génial. Alors que quand t'es là pendant 3 heures, il y a une sorte de truc qui s'installe où du coup c'est beaucoup plus organique, les choses ont du temps, et donc il y a des moments qui sont super beaux et qui groovent trop bien et tout, et il y a des moments merdiques. Mais il faut parfois passer par là pour qu'il y en ait un qui propose un truc et d'un seul coup ça devient évident pour tout le monde et et ça fait quelque chose. Mais c'est parce qu'on a cette durée aussi très longue que ça nous permet aussi de faire un peu... Il y a une liberté par la durée, quoi. Oui, et puis les moments moins bien permettent de valoriser les meilleurs moments aussi. Ouais, c'est ça. Puis ça permet aux gens de... Tu vois, genre... à chaque fois, on essaye aussi de jouer dans des dispositifs où les gens, ils peuvent venir pour partir, ou alors ils font autre chose. Enfin, tu vois, on a fait plein de trucs qu'on appelle un peu une sorte de sieste électronique, où en gros... t'es là, les gens, on a fait ça en extérieur par exemple, où tu vois les gens ils sont là, ils ramènent leurs trucs, ils pique-niquent, ils boivent des bières, ils papotent et tout, et nous on fait un peu la musique de ce moment, tu vois. D'ambiance. Et du coup ça dure comme ça, il y a des moments où il y a une écoute active
de la part du public, et il y a des moments où hop là tu vois, genre ça se trouve c'est un moment où il y a un creux un peu pour nous, où les choses sont encore en train de se mettre en place, et du coup les gens ils discutent et tout machin, et puis la tension comme ça elle va et vient, même les gens, il y en a qui restent que une demi-heure, il y a des gens qui s'appelaient pas du tout, il y a des gens qui restent 3 heures, qui adorent être complètement immergés dans ce truc de musique de flux là pendant 3 heures, tu vois. Donc c'est ça qui est cool aussi, tu vois, c'est que c'est pas, on pourrait pas faire ça genre là au Cargo, on dit genre allez coucou 3 heures de concert, alors il y a peut-être 1 heure qui sera un peu merdique, qui sera un peu foiré. Voilà, tu vois, bah non c'est pas possible, mais bon. C'est ça aussi, c'est le côté un peu musique expérimentale, même si musique expérimentale ça veut pas non plus dire qu'on fait des trucs genre Arte 3 heures du matin. Ça, genre... J'avoue, c'est vraiment ce à quoi on pense au début quand on parle de ça. Et venez nous écouter, vous allez voir, c'est pas ça. Ouais, vraiment. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de ton métier qui est, alors redis-moi la version française. Designer sonore. Ou sound designer. Sound designer. Alors, ça consiste à pas mal de choses différentes en fonction de où tu exerces ou dans quel secteur tu exerces ça. Moi, il se trouve que c'est l'étiquette que j'ai mise derrière ce que je faisais, derrière ma pratique. Mais si jamais je rencontre quelqu'un de l'univers qui travaille dans le cinéma, par exemple, et que je lui dis que je suis sound designer, il va s'attendre à un truc qui n'est pas ce que je fais. On va dire que designer sonore, si on veut résumer ça, ce serait le fait de designer, donc de créer des sons, des sonorités, que ça soit, je sais pas moi, par exemple, des sons de choses qui n'existent pas. Ah ouais, même ça. Comme par exemple, je sais pas moi, t'es dans un film, il y a une créature, et bah faut créer le son de la créature. Le son de ses déplacements, le son de ses cris, le son de sa voix, le son de tout ça. Ou d'objets, comme je sais pas moi, tu vois, genre truc méga évident, mais genre les vaisseaux Star Wars, tu vois, il n'y a pas de bruit dans l'espace, mais il faut faire des bruits, tu vois. Il faut faire le bruitage de la secoupe. Voilà, c'est ça, ou des pistolets, ou des sabres, ou des trucs comme ça, enfin voilà. Donc le designer sonore, ça va être celui qui va inventer ces sons-là, tu vois. Donc il va avoir, il y a plein de techniques différentes pour y arriver. C'est un peu de la cuisine, tu vois, genre tu fais tous tes petits mélanges, tes trucs, tes bordels et tout machin, et tu crées des sons. Il y a aussi, on va dire, dans l'esthétique design sonore, enfin dans l'idée derrière ce qu'on peut mettre derrière designer sonore, il y a aussi un peu plus ce que je fais moi, qui est en fait un peu plus de la création sonore, mais appliqué à d'autres champs, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas qui nous a réunis au départ, pour un podcast, il faut créer l'habillage sonore. Et donc là, on réfléchit à un jingle d'intro, un jingle de fin, ce qu'on appelle un bed, ou en gros une sorte d'habillage sonore qu'on peut mettre sous la voix, par exemple, ou des virgules sonores qui sont des sortes d'événements sonores qu'on peut comme ça utiliser pour rythmer le podcast. Tu vois, si tu fais une pause, ou si tu veux, si tu veux par exemple, je sais pas moi, mettre une sorte d'ellipse temporelle dans la discussion parce que la discussion elle est partie, vous avez changé de sujet, tu veux recentrer le truc, et tu peux mettre une sorte de pause comme ça, et où il y a un son qui se développe. Comme pour marquer un chapitre finalement. Exactement. Okay. Et du coup, faut créer tous ces éléments-là. Et dans ce cadre-là, moi, c'est ce que je fais un peu plus. Et après, il y a aussi une sorte de vision un peu, c'est un peu le directeur artistique du son. C'est-à-dire le designer sonore, c'est-à-dire que par exemple quand j'interviens à l'école des Gobelins ou à l'école multimédia, où du coup je suis enseignant, c'est ça, enfin je suis prof intervenant en fait, ils appellent ça comme ça, c'est-à-dire que en fait c'est pas comme c'est des formations où t'as pas des profs que tu vois toutes les semaines avec de telle heure à telle heure t'as cours de son. Eux ils sont, enfin les formations en tout cas dans lesquelles moi j'interviens, ils sont sur des projets qui durent longtemps, genre des semaines, parfois des mois, et toutes les semaines ou parfois plusieurs fois par semaine, il y a des intervenants spécialisés dans des domaines bien particuliers qui viennent et qui aident les élèves à réaliser leurs projets dans le cadre de leur leur spécialité. Enfin, tu vois, je veux dire, moi quand j'y vais, du coup, je les aide sur le son. Alors pas que parce que moi, je suis un peu créatif au sens large, du coup, mon parcours d'études et de vie, tout ça fait que je fais pas que du son. Donc du coup, je me permets d'intervenir aussi, pas seulement sur le son quand je les vois. Mais en gros, voilà, c'est ça, toi, tu vas les aider à te dire, genre, ton projet, du coup, il a besoin d'une musique, quel type de musique, et là, on en discute, et parce que le choix de tel morceau ou d'un autre, ça a un impact sur
l'auditeur, surtout que là, tu vois, souvent ils sont sur des projets genre des jeux vidéo, des jeux mobiles, des sites internet où tu vas dessus, il y a une sorte d'expérience, des trucs narratifs ou même des installations numériques dans lesquelles tu rentres et il se passe des trucs interactifs et tout. Donc du coup, typiquement, tu vois, le choix d'un son plutôt qu'un autre, d'une musique plutôt qu'une autre, de tout ça, c'est des choix qu'il faut faire. Et du coup, moi, j'interviens dans ce cadre-là où je leur dis, voilà, selon moi, du coup, je pense que un son comme ça, il est mieux qu'un autre parce que du coup, ça correspond mieux à ton projet. Voilà, et c'est ça, il a plus de sens, ou alors il vise un but, tu vois, dans le sens où juste, tu veux créer, je sais pas moi, par exemple, un inconfort chez le joueur à un moment parce que c'est un moment un peu bizarre ou un moment inquiétant. Non, mais j'avoue, tu mets des sons particuliers où tu traites les sons d'une certaine façon pour que il crée un peu un inconfort, un truc, tu vois. Donc du coup, c'est toutes ces réflexions-là qu'on a ensemble, et voilà, et moi je suis là un peu, je coach le truc un peu. Je suis abonné à plein de chaînes YouTube qui parlent justement de jeux vidéo, et qui analyse même, tu vois, tout ce qui est le game design, tous ces trucs de genre tu veux que ton personnage, justement par exemple tu as cette histoire de tu veux créer un inconfort, et comment est-ce que tu penses je sais pas moi, le niveau pour que ton personnage il passe par telle ou telle difficulté, ou que genre faut quand même qu'il soit capable de trouver par lui-même, mais en même temps il faut lui mettre un certain niveau de difficulté, et puis tu veux le mettre dans un mood spécial, donc ça se trouve le fait de le faire passer par un endroit où, je sais pas moi, tes contrôles de ta manette ils sont un peu altérés, un peu genre ça a pas l'air de marcher comme ça marchait avant, et ça crée un truc chez le joueur de peut-être un peu de frustration, un peu d'inquiétude de si jamais il y a un danger qui arrive, je vais peut-être pas être capable de l'éviter, enfin ça va jusqu'à tellement de niveaux que la réflexion elle est très profonde, je trouve. C'est incroyable. Ton savoir-faire, tu le tiens d'où, toi? Est-ce que t'as fait une école spécifique, ou ça a démarré comment, l'univers de la musique chez toi? Alors, la musique, ça a démarré assez tôt. Ça a démarré avec la trompette. Ça, c'est ton amour premier, quoi. La trompette, non mais c'est ouf. Justement, on en entend un peu dans le jingle du podcast. Oui, c'est vrai, je me suis fait plaisir, j'en ai mis un peu. Je suis tellement contente que t'aies joué ça, parce que ça fait tout le charme, je trouve, du jingle. Et je trouve ça trop magnifique, encore une fois. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais j'ai commencé la trompette quand j'avais 10 ans. Ah oui, t'étais donc j'en ai fait, j'étais tout minot. J'en ai fait dans un conservatoire municipal, une école de musique municipale dans les Yvelines, là où j'ai grandi. Et voilà, et j'en ai fait pendant combien, je sais plus, 6 ans je crois, 6 ou 7 ans. J'en ai fait, j'avais mes cours, mais je faisais aussi, rapidement j'ai fait de l'orchestre, il y avait des classes où on pouvait faire du jazz et tout machin, enfin voilà, dans cette école de musique, quoi. Et donc t'avais solfège, cours de trompette, répétition d'orchestre, les concerts, tout machin et tout. Et puis après j'ai arrêté parce que j'étais ado, je devais avoir 16-17 ans. Et en fait tous mes copains copines ils faisaient de la musique, genre ils faisaient de la batterie, de la guitare, ils avaient des groupes et tout. Et moi j'étais là, c'est ça, tu vois. Et moi j'étais là avec ma trompette. Et en plus l'enseignement de la musique, on va dire dans les écoles municipales, dans les conservatoires, c'est une approche de la musique très technique. On t'apprend ton instrument, mais on t'apprend pas à en jouer de façon libre. Par exemple, moi, je savais lire la musique et je sais encore la lire, tu vois, mais je savais pas jouer de mon instrument sans une partition. C'est-à-dire que j'étais là avec ma trompette et j'étais là genre, je suis pas capable en fait d'en jouer comme ça, juste d'improviser, de chercher. Alors je suis capable de jouer des notes, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même approche, quoi. Et du coup je me sentais vachement frustré de ça, alors que la guitare t'apprends des accords et puis tu cherches, tu les enchaînes, tu fais ça, après tu peux chanter par dessus. Moi j'avais justement, du coup je me suis mis à faire de la musique avec d'autres gens aussi, j'avais des groupes et tout machin. Et où je jouais du coup de la guitare et je chantais, je composais et tout. Et j'avais une liberté là-dedans que j'avais pas dans la trompette. Et j'ai pensé à tort, en fait, maintenant je le sais, mais à l'époque, que du coup la trompette permettait pas ça. Que c'était assez et que c'était un problème de la trompette. Pour l'utilisation. C'était pas un problème de l'enseignement qu'on en fait. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est bon, ça me saoule. Donc j'ai arrêté les cours à ce moment-là. Et j'ai plus touché la trompette pendant vraiment méga longtemps. Parce qu'en fait, j'ai un peu rejoué pour rigoler. Mais en fait, j'ai recommencé là avec Flow Machine. Ah donc confinement, ça fait, quoi. Il y a eu une pause de 10 ans, quoi, ouais, quelques. Facile même, un peu plus que ça. Ok, d'accord. Donc là j'ai repris la trompette il y a pas très longtemps. Et entre temps après il y a eu il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu moi qui ai commencé à m'intéresser à
à aussi la musique informatique, c'est-à-dire l'informatique musicale, donc genre les logiciels qui te permettent de composer, comment est-ce que tu enregistres de la musique sur un ordinateur, ça, c'est très, comment très tu fais dur. tout ça et tout. Et puis c'était une époque aussi où il y avait moins, quand moi je m'y suis mis, il y avait moins, tu vois, tout YouTube, tous les gens qui font des vidéos sur comment est-ce qu'on fait ça, tu vois. Donc du coup, il fallait chercher un peu tout seul, fallait comprendre, il y a un vocabulaire bien précis. Si tu comprends pas, tu comprends pas à quoi les choses servent, et du coup, le nombre de fois où j'ai juste passé des heures devant un ordinateur à cliquer sur des trucs au pif en me disant bon bah voilà. Donc j'avoue que à ce moment-là, j'avais une approche vraiment, j'ai des instruments dans la vraie vie, genre une guitare, un truc machin, je mets un micro devant et j'enregistre, et puis je fais des petites maquettes de morceaux comme ça, et à côté de moi, et quand je suis arrivé à Caen, je rencontre des gens qui font de la musique électronique, et là, eux ils maîtrisent bien mieux ce truc-là. Et je vois ce que eux ils sont capables de faire, et je me dis ah ouais d'accord, en fait c'est c'est pas mal. En fait, c'est sympa quand on sait gérer les logiciels avec. C'est ça. Et du coup là je me suis mis à écouter déjà d'autres types de musique que ceux que j'écoutais à ce moment-là. Puis voilà quoi, j'ai commencé à m'approprier un peu plus ces façons de faire de la musique un peu sur un ordi, la musique plus électronique. Ouais, parce que je trouve que c'est vachement dur. Toi, tu m'as montré, t'as eu la gentillesse de me montrer comment on se servait du coup du logiciel Reaper, c'est comme ça que ça s'appelle, pour un peu plus cleaner ma voix. Mais ça change tout. Parce que franchement, j'enregistre pas avec un micro de ouf, tu vois, c'est un petit Rode d'entrée de gamme, voilà. Mais il fait hyper bien le taf. Et d'ailleurs, du coup, hier, j'ai lancé mon podcast et tout le monde m'a dit que le son, c'était nickel, quoi. Et ça, c'est grâce au fait que justement, tu m'as appris à cleaner ma voix avec 2-3 petits trucs. C'est pas grand-chose, mais par contre, ça fait vraiment la différence. Mais tu m'aurais donné le logiciel comme ça, j'aurais jamais su comment faire, quoi. Parce qu'il est tellement complexe. Il donne même pas envie quand tu l'ouvres, tu sais, il y a 3 milliards de boutons, tu sais pas du tout sur où appuyer, et je trouve ça hyper dur, quoi, si t'as pas des gens qui t'expliquent, ou alors tu passes, comme tu dis, des heures à des journées entières à essayer de comprendre, tiens, quand j'appuie sur ce bouton, ça fait ça sur ma voix, c'est plutôt cool, ça pas trop, c'est interminable, quoi. Non, c'est clair. Tu sais jouer combien d'instruments au final ? Ah, alors, déjà, la question c'est, je sais jouer combien d'instruments ? Alors, est-ce que je sais jouer ? On va dire que l'instrument dont je sais jouer, c'est de la trompette. Oui. Après, je pratique d'autres instruments. J'aurais pas, franchement, le culot de dire que je sais jouer de ces instruments. Non, mais tu touches un petit peu à ces voilà, c'est-à-dire instruments-là. que, on va dire que, déjà, l'outil que tu utilises beaucoup quand tu fais, du coup, de la musique sur ordinateur, c'est souvent t'as un petit clavier, tu vois. Oui, voilà, ton clavier, tu utilises. Et après, tu mets les synthés ou des instruments qui ont été samplés, c'est-à-dire qui ont été enregistrés, un peu que tu veux derrière, quoi. Donc, en gros, tu peux jouer de la guitare sur un clavier, tu peux jouer du violon sur un clavier, voilà. Donc, du coup, l'approche, en tout cas, d'avoir un clavier, ce truc-là, je touche un petit peu, mais honnêtement, pas du tout. Je suis pas du tout un bon claviériste ni quoi que ce soit. À force d'en faire beaucoup, du coup, maintenant, j'ai une approche un peu instinctive du truc. Face à des gens qui ont soit plus d'expérience, soit qui sont passés par peut-être des études ou des trucs comme ça, de gens qui ont vraiment utilisé les instruments à clavier. Oui, bien sûr. Genre là, moi, je les regarde, j'ai aucune idée de... Voilà. Et le fait de travailler, du coup, sur un logiciel aussi, ça permet des trucs, c'est que moi, par exemple, quelque chose que je fais beaucoup, c'est que je fais plusieurs passes sur... le même morceau, c'est-à-dire que par exemple tu peux m'expliquer ce que c'est un passe ? non, je vais faire plusieurs, dans le sens où quand je dis faire plusieurs passes, c'est que par exemple je vais prendre un temps donné, genre disons 4 mesures, 8 mesures, j'en sais rien, c'est juste une durée, quoi, tu vois, de musique, et puis je vais jouer quelques notes, et puis je vais remettre au début, et je vais relancer un enregistrement, et les notes que je vais jouer sur ce deuxième passage, elles vont s'ajouter au premier. D'accord, je vois. Et du coup, en fait, en travaillant comme ça un peu par couche, j'arrive à créer des partitions, parce qu'en fait c'est ça en gros quand tu travailles sur un ordinateur, quand tu travailles sur un logiciel et que tu as un petit clavier MIDI, en gros tu enregistres des partitions, tu dis à l'ordinateur à tel moment tu joues telle note pendant tant de temps à tel volume, quoi, on va dire, en gros, quoi. Et donc j'arrive à créer des partitions qui ont l'air méga complexes, mais qui sont en fait le résultat de plusieurs passages, et que moi j'ai créé petit à petit, et que si je donnais cette partition là à quelqu'un qui serait claviériste ou je sais pas quoi, ça se trouve tu peux même pas la jouer
pour de vrai, parce que, je sais pas, t'as pas assez de doigts, ou juste ça demande des combinaisons cheloues, mais qui c'est juste le fruit de je sais pas faire, donc je fais en plusieurs façons. Et je trouve des techniques, et puis après il y a des outils, hein, on va pas se mentir aussi, qui te permettent de gagner du temps. Donc par exemple, moi je sais que quand j'étais à l'école faire du solfège, on a à peine abordé la question de la composition, tu vois, de musique, c'est-à-dire comment les accords ils sont faits, comment on les joue, comment on enchaîne les accords pour créer des trucs harmoniques et tout, je sais pas quoi. Ça j'avoue, ou alors on l'a fait, mais j'étais un peu distrait à ce moment-là. D'accord. Mais du coup, voilà, moi je me suis trouvé aussi des outils qui me permettent de m'aider à réaliser aussi ce que j'ai en tête. Donc voilà. Donc on va dire la trompette, le clavier un peu, et après derrière sur l'ordi je mets ce que je veux. Un petit peu de guitare. Un peu de guitare, je chante aussi un peu, et puis j'aime bien. Tu tapes sur des choses. Ouais, j'aime bien les trucs un peu les percussions. Voilà. J'aime bien. Là, je me suis acheté je crois que c'était il y a un an ou deux, il y a un an, une petite clarinette en plastique okay. qui a un son qui est assez cool. Enfin voilà, en tout cas, je collecte au fur et à mesure des petits instruments dont je sais pas forcément jouer vraiment, mais tu vois, par exemple la clarinette. Des fois, il me faut 10 coups à la suite pour réussir à enregistrer ce que je voulais enregistrer. Et puis, je garde la meilleure. Et puis après, là, je la repasse dans mes effets, dans mes outils, dans mes trucs. Et j'en fais de la matière sonore, quoi. Mais en tout cas, voilà. Quelle est la pire expérience qui te soit arrivée dans toute ta carrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déçu, que t'as pas aimé dans le monde de la musique ? Le monde de la musique, honnêtement... je rentre à peine dedans, enfin professionnel en tout cas. Ça fait que depuis qu'on travaille avec Flow Machine que je gagne de l'argent avec ce que je fais en musique. Okay. Alors, en tant que musicien, parce qu'en effet, en tant que compositeur pour faire des jingles, pour faire des choses comme ça, ou même, voilà, ça oui, j'ai déjà fait des projets avant ou qui étaient rémunérés et tout, donc oui, ça fait partie de mon métier. Donc oui, on va dire que si quand même, en fait, je gagne ma vie avec ma production musicale et ma production sonore, depuis plus longtemps que ce qu'on fait avec Flow Machine, mais on va dire en tant que musicien vraiment compositeur et tout machin, ça fait vraiment que 2 ans que j'en fais, quoi. D'accord. Donc on va dire que le milieu de la musique, je le connais assez mal en tant que musicien. Je le vois un peu de loin, en tout cas je le voyais de loin depuis un moment aussi, parce que pour le coup je traîne avec des musiciens qui eux sont professionnels et à des niveaux on va dire national voire international, vraiment, enfin c'est des musiciens réputés, tu vois. Donc je le vois à travers eux des choses, mais en tout cas mon vécu à moi dans le monde de la musique, bon j'ai pas beaucoup de trucs. Après, il t'est pas arrivé de mauvaises expériences? Il m'est pas arrivé de mauvaises expériences dans le sens où par exemple j'ai pas été arnaqué, j'ai pas été comme ça. Après il y a des mauvaises expériences et des trucs qui sont un peu durs à vivre. Par exemple, quand t'es pas assez bien préparé pour un live. Moi, ça m'est arrivé de pas assez bien répéter, de pas être prêt avant un concert. Et moi, de le vivre très mal. C'est jamais arrivé qu'on vienne me dire, genre, franchement, c'était de la merde. Oui, heureusement. Et peut-être qu'en fait, ça a jamais été de la merde. Mais par contre, moi, ça m'est arrivé de très mal vivre des concerts. C'est-à-dire, le truc se lance et là, c'est la purge pour moi. Oh genre, c'est horrible. Parce que soit il y a des problèmes techniques, parce que t'as pas du matos qui est vraiment fiable, parce que ça coûte assez cher le matériel de musique, tu vois. Donc je sais pas, moi c'est des trucs à la con, mais tu vois, avec les synthés, la connexion elle se fait pas bien, le truc, et du coup les machines genre elles sont plus en rythme. Ah oui. Et là tu fais de la musique électronique basée quand même sur un truc un peu dansant, rythmé. Et du coup, y a un problème technique et les choses, elles se dérèglent et tout. Et là, t'es pendant le concert et c'est dur, tu vois. Tu sais pas. Toi-même, tu peux rien faire pour réaccorder. Si tu sais où c'est le problème, oui, mais t'es tout seul à devoir le régler. Donc, comment tu fais ? Tu fais une pause dans ton concert pour dire attends, désolé, je règle mon truc. Enfin, bon. Ouais. Ou alors t'essayes au contraire de trouver une solution, t'improvises. Bon voilà, ou alors juste parce que, donc ça c'est une des raisons pour lesquelles ça peut un peu être douloureux, tu vois, genre un moment de concert si t'es pas assez bien préparé, mais sinon ça peut être aussi juste un ressenti, c'est-à-dire que des fois tu te dis, en fait moi je sais que c'est un de mes problèmes principaux, mais si tu te regardes faire le truc et que t'es pas en train de le vivre réellement, et ça peut être assez galère en fait, parce que il y a une sorte d'effet un peu où chaque chose que tu fais, tu la juges au fur et à mesure que tu le fais, et du coup tu te dis genre c'est pas ça que j'aurais dû faire, ou genre c'est pas aussi bien, mais tu peux toujours t'améliorer, c'est ça bien le sûr. truc, mais moi je sais que je suis assez parfait. je sais, mais moi je sais que je suis dur avec moi là-dessus,
et que j'ai tendance, et ça je le comprends de plus en plus et je trouve des astuces pour dépasser ce truc-là. Mais en tout cas, je sais que le fait de me regarder faire les choses pendant que je les fais, ça me dérègle complètement et ça fait que du coup, je suis pas satisfait pendant que je le fais. Donc en plus, il y a aussi, tu perds un lien avec le public aussi, tu vois, parce que si en fait t'es tout seul avec toi-même dans ta bulle, t'es enfermé et, avec toi-même, c'est sûr. les gens en fait ils voient que t'es pas avec eux, ils voient qu'il y a pas d'échange, de regard, de trucs et tout. Enfin bon bref. Et ça, je sais que ça m'est arrivé de faire des concerts comme ça qui étaient horribles, quoi, atroces. Et juste, le truc se passe pas exactement comme je veux. Des fois, c'est des trucs techniques tout con, mais tu vois, par exemple, si tu sais pas, par exemple, le réclamer techniquement, par exemple, le fait d'avoir des retours. Juste pouvoir avoir des petites enceintes qui sont dirigées vers toi en tant que musicien pour entendre ce que tu fais. Bah, parce que moi j'ai joué, comme je suis quand même un début de carrière musicale, je joue aussi dans des conditions et dans des lieux parfois qui sont un peu plus roots que si tu vas dans une salle de concert plus classique et tout, quoi. Donc du coup, où là-bas en fait ils se posent même pas la question. Ils disent bah bien sûr que t'as des retours, attends tiens je te les branche. Mais moi j'ai joué dans des, et je joue, ça m'arrive encore de jouer dans des endroits où les seules enceintes qu'il y a c'est celles pour le public. Ouais, voilà. Et du coup parfois elles sont juste derrière toi. Donc en fait pour toi le volume est horriblement fort, oui, ça ou alors elles sont trop loin et tu t'entends pas bien. Et du coup comme moi je fais de la musique qui est aussi pas mal basée sur parfois des choses assez fines, des trucs un peu ambiants, des trucs un peu vaporeux et tout, bah en fait bah moi j'ai besoin de les entendre pour être un peu dedans, quoi, tu vois, dans le feeling avec les gens, avec le public. Et si j'entends pas, des fois moi j'ai la sensation que ce que je joue c'est de la merde. Et du coup, je suis pas dedans parce que je suis saoulé et je suis dégoûté de pas réussir à me mettre dedans. Et ouais, ça m'est arrivé de faire des concerts où vraiment c'était dur, quoi. Et d'ailleurs même des concerts, j'en ai fait aussi pas mal avant de me remettre à la trompette. Et à ce moment-là, du coup, je jouais qu'avec des machines, qu'avec des synthés, qu'avec des trucs comme ça. Et il y a toute une question aussi de quelle marge tu te donnes, toi, quand tu prépares un concert, sur ce que tu joues vraiment devant les gens. Parce que tu pourrais, moi sur les machines que j'utilise, je pourrais faire play et tout ce qui se joue, c'est ce que j'ai composé chez moi, donc c'est quand même ma musique, tu vois, je suis pas, genre j'ai pas fait play sur un MP3, et je peux bouger des paramètres, des trucs comme ça. Mais en gros, ça déroule, quoi. Et t'as rien, et tu peux te retrouver, si tu jauges pas assez bien avant la place que tu te donnes à toi-même pour interpréter la musique, et bah tu peux te retrouver dans une situation, ça m'est déjà arrivé aussi, où bah en fait, c'est pas que t'as rien à faire, mais t'as quasiment rien à faire. Parce que t'as voulu tellement assurer le coup qu'en fait tu t'es dit genre, enfin c'est débile mais tu vois tu te dis genre ok la machine elle saura mieux faire que moi donc genre je vais enregistrer ce passage là aussi alors que tu pourrais le jouer mais comme je suis pas vraiment un bon claviériste ou je sais pas quoi bah du coup je me dis ah putain si je me foire et tout machin et du coup bah je l'enregistre dans la machine et la machine le joue à ma place. Mais du coup, moi je suis là derrière et en fait je pourrais aller m'asseoir avec le public. Tu vois. Et ça c'est, par exemple, ça c'est bougez méga pas, frustrant. je vais profiter de mon son. Ouais c'est ça, je vais me chercher une bière au bar. Mais du coup, je sais que ça c'est un des conseils qu'un ami, un de mes meilleurs amis m'a dit, qui lui est musicien aussi. Trouve-toi un instrument et joue-en. Et t'en choisis un. Et du coup c'est avec, au fur et à mesure du coup maintenant... En effet, tous les concerts que je fais, il y a de la trompette dedans, et il n'y en a pas forcément dans tous les morceaux, mais du coup, il y a des moments où je joue vraiment par-dessus ce que j'ai composé, et voilà, et de toute façon, c'est une recherche encore, hein. Je suis encore en train de trouver un peu ce qui me convient à moi, quoi. Mais en tout cas, le fait maintenant aussi d'avoir cette expression aussi de la trompette, de pouvoir jouer, et du coup, d'interagir avec ce que tu as, il y a un truc beaucoup plus humain et beaucoup plus organique qui se passe en concert et là de plus en plus je kiffe jouer quoi. Et tu sais à peu près combien un musicien peut gagner si jamais il y a des auditeurs qui aimeraient se renseigner un peu sur combien gagne un musicien? Là ça dépend tellement de choses, en fait ça dépend on va dire que la marge elle va de quasiment rien à tellement c'est-à-dire que c'est compliqué, ouais c'est ça, c'est-à-dire que c'est compliqué, et puis en plus ça dépend dans quel milieu tu exerces, parce que par exemple un musicien qui juste serait pas compositeur mais qui serait comme moi j'ai des amis qui le font, qui sont musiciens pour d'autres, soit ils écrivent pour d'autres personnes. Non ils écrivent pas, juste ils jouent de leur instrument pour d'autres musiciens. Par exemple, je sais pas moi, tu vois, t'es guitariste pour
pour un chanteur, Oui. ou t'es claviériste pour un autre musicien, j'en sais rien. Ok. Donc on va dire que tu pratiques juste ton instrument que tu mets au service de la musique de quelqu'un d'autre. D'accord, ok. Bah ça, c'est pas la même chose que... Enfin, tu gagnes pas ta vie de la même façon que si tu composes ta musique et que par exemple tu touches des droits sur la musique que tu as composée, et par exemple ta musique elle est écoutée par plein de gens en stream, et bah ça te rapporte de l'argent. Donc plus de gens écoutent, plus tu gagnes d'argent. Mais ta musique, par exemple, tu fais jamais de concert, et bah tu vas pas gagner ta vie de la même façon que si tu fais plein de concerts, plein de dates tout le temps. Okay. Tout comme par exemple si ta musique, tu fais une synchro avec. Donc faire une synchro, ça va être par exemple, on utilise ta musique dans une pub, dans un film, dans un truc comme ça, on appelle ça faire une synchro. Et bah ça en effet ça peut te rapporter pas mal d'argent. Parce que tu cèdes tes droits en fait. Et bah soit tu vends tes droits, soit sinon juste tu touches des droits d'auteur avec comment dire, déjà t'es payé à la création de la musique, mais t'es aussi rétribué ensuite parce que je sais pas moi, ton film il a été beaucoup vu en salle, ou il a été beaucoup loué, ou beaucoup je sais pas quoi, enfin voilà. Donc en fait du coup typiquement là tu continues à toucher des droits sur ce que tu as réalisé. Est-ce que tu as des projets d'avenir, des choses, des rêves un petit peu que tu aimerais avoir pour plus tard ? Bah ouais, carrément, ouais, ça j'en ai plein. Bah déjà, là j'ai eu la chance l'année dernière de réaliser la musique d'une pièce de théâtre. Oui, que j'ai été voir. Et oui, tu es venu voir le spectacle. Qui s'appelle Coquille. Ouais, et donc j'ai fait la musique et je la joue sur scène, et j'interprète un peu un personnage aussi qui est tellement drôle, j'adore. Oh là là, j'ai kiffé te voir en présentateur radio. Ouais, il y a un truc un peu... Ils m'ont créé un petit rôle sur mesure. Enfin, ça s'est créé au fur et à mesure, mais des répétitions et de l'écriture du spectacle. Mais ouais, c'est drôle. Au début, je devais vraiment juste écrire et jouer la musique sur scène, et puis petit à petit, en fait, on a un peu poussé le truc un peu plus loin. Mais en tout cas, cette expérience de faire de la musique et de composer et de jouer de la musique sur scène pour le spectacle vivant, vraiment même pour la danse, ça me plairait trop, enfin voilà, pour plein de choses, ça c'est un truc que j'ai vraiment envie de développer à l'avenir. Et ça se fait encore un peu avec... Enfin, ça va continuer avec cette compagnie-là. Okay, parce donc, que ça s'est super bien passé, on travaille bien ensemble, on apprécie le travail de chacun, donc du coup on va continuer à le faire, mais moi j'ai vraiment envie de pousser ça aussi avec d'autres compagnies, avec d'autres trucs. Et puis après il y a mon projet de musique à moi, Adrien Melchior, où là j'ai eu l'occasion pas mal de jouer là live depuis un peu 2 ans, et en fait jusqu'ici ma pratique de la musique elle était toujours tournée vers le live, c'est-à-dire que en fait j'enregistre jamais les morceaux que je fais, je les travaille chez moi, je crée des choses parce que ça me ressemble au moment où on m'invite pour jouer, tu vois. Oui. Et je le joue, et ce truc-là n'existe plus jamais après. Et donc là, mon objectif vraiment pour cette année, ça va être de justement me lancer un peu dans cette aventure de on enregistre des morceaux et on les bosse et on fait le truc pour que ça existe et pour pouvoir aussi diffuser mon travail, parce que en live, et du coup jouer, et puis qu'on puisse écouter ma musique sur Spotify, qu'on puisse voilà quoi. Donc ça c'est un peu le truc que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai commencé là, ça y est enfin. Je suis parti en fait des morceaux que j'ai composés, les derniers morceaux que j'ai composés pour les derniers concerts que j'ai faits, et du coup voilà, là je suis en train de les enregistrer et d'essayer de commencer à faire des arrangements, à imaginer à comment tout ça peut vivre aussi différemment une fois que tu figes, tu vois, enfin en tout cas tu le fais sur l'ordi et que tu veux que les gens puissent l'écouter, tu fais pas la même musique exactement que celle que t'as jouée devant un public quoi. Et du coup voilà, ça te permet plus de choses aussi, et donc là j'en suis dans cette étape là où figer un peu en tout cas certaines compositions, et pour pouvoir donner juste aussi la possibilité aux gens d'aller réécouter ça quoi, parce que ça m'arrive de plus en plus de gens qui me disent ah c'est trop bien, t'es musicien et on peut écouter ce que tu fais. Je suis non. Mais c'est justement ça le problème. Alors si tu veux, tu peux aller écouter la musique que j'ai faite pour tel podcast, tu peux écouter la musique que j'ai faite pour ce petit documentaire, pour ce jeu vidéo, tu peux écouter pour là, ou alors tu peux venir me voir en live quand je joue. Mais voilà, c'était frustrant aussi pour moi au bout d'un moment de me dire en fait comme j'enregistre rien, je peux pas non plus, c'est même des fois difficile, tu vois, tout bête, mais il y a des contrats, je suis sûr aussi que j'obtiens pas parfois parce que j'ai pas assez de choses à faire écouter. Vitrine, en fait, c'est ça. Et donc ça fait aussi un peu partie du truc.
de pouvoir enregistrer les choses, voilà. Donc, mais surtout que toi tu pourrais carrément le faire parce que tu fais tout. Tu peux aussi bien te filmer que te prendre en photo, que t'enregistrer, que de faire le mixage. Tu fais tout, donc ça peut que marcher, tu vois. Alors je fais tout et en même temps c'est méga dur de le faire pour soi-même. Par contre c'est hyper dur de... Donc je pense que clairement moi je sais que là ce travail vraiment qui consiste à enregistrer la musique et à la faire, bref à faire les arrangements, à faire tous ces choix-là, je sais que je vais aussi m'entourer de gens pour m'aider aussi à faire ça et avoir un regard extérieur, parce que tout seul j'ai déjà essayé et ça marche pas, j'y arrive pas, donc je sais que je m'entoure pour ça, et de la même façon que par exemple pour toute la partie graphique autour de ce projet là aussi, je vais pas le faire moi-même, je vais le faire avec quelqu'un d'autre, mais je sais que j'aurai toujours mon mot à dire dedans. Mais je pense que je serais plus comme en fait je serais juste l'artiste qui continue à guider ce que je sais, un peu ce que je veux, je sais ce que j'aime, mais j'ai pas envie de le faire moi, j'ai pas envie de tout faire moi-même tout seul, parce que je sais que sinon ça sortira jamais. Bah ouais, c'est clair, parce que le problème c'est quand on touche un peu à tout, tu sais, on sait pas trop maîtriser le truc à 100%, mais on connaît un peu des bases et tout, et on sait qu'on peut y arriver. Mais alors ça prend un temps monstre, et d'un œil extérieur, quand tu regardes tout le projet, t'es en mode non, ça va pas le faire. Ou même toi, c'est trop de pression mentale, tu vois, c'est trop de charge mentale de tout faire ça soi-même. À fond, il y a ça, et puis aussi, comme tu dis, quand tu touches à tout, t'es aussi le spécialiste de rien. Moi, si là j'ambitionne de vraiment me lancer là-dedans, qui me suffit dans mon métier, je suis pas non plus complètement, je débarque pas. T'as des connaissances, des bases. Et qui me suffisent amplement pour mon métier, pour tout ce que je fais. Mais pour mon projet, de musique, pour tout ça, je sais qu'il y a un moment donné, je vais faire aussi, et je vais déléguer à d'autres, quoi. Donc voilà, ça va être une autre façon aussi de faire vivre ce projet. C'est assez enthousiasmant, ouais. Oui. Mais le fait de déléguer, ça te permet aussi pour toi de pouvoir respirer et de te laisser de la place à la création pour vraiment pouvoir monter, évoluer, parce que si tu fais tout, tu restes encore en bas de l'échelle, tu vois, où t'es en mode je suis au début de mon projet parce que j'ai trop de choses à faire. Que dès qu'il y a du monde qui t'aide, hop, tu peux vite évoluer directement sur ton projet, je trouve. Par exemple, moi, mon podcast, au début, je voulais faire la musique, je voulais faire ma petite illustration, Lofi, je voulais apprendre à faire ça, s'il te plaît. Mais après, j'ai vite compris que j'y arriverais pas, tu vois, et puis que merde. Ou t'y arriverais, mais en 6 mois. Non, mais et puis ça serait jamais à la hauteur de mes espérances, tu vois. Donc je me suis dit, merde, au bout d'un moment, chacun son métier, voilà, je fais ce que moi je juge bien, moi-même, et après le reste, je délègue, quoi. Et là, je suis super contente, tu vois, de ce que ça a donné. Parce que aussi, le truc maintenant, il existe. Et c'est ça qui il est sorti, bordel, enfin. C'est ça qui est génial. C'est ça que j'ai trop contente. C'est ça qui est le plus important aussi. C'est vrai. Quel conseil tu donnerais à une personne qui aimerait se lancer dans ce métier ? Alors ça dépend d'où il se lance. C'est-à-dire que si juste s'il fait pas de musique et qu'il fait pas de trucs, mais que juste ça le fait rêver, je lui dirais franchement prends l'instrument qui te plaît le plus et pratique, fais-en tout le temps. Faut que ça te hante, quoi, que t'en fasses, que t'aies envie d'en faire tellement que du coup c'est relou de devoir arrêter pour faire autre chose. Et là, en effet, si tu le vis comme ça, je pense que c'est déjà un bon début. Et après, si c'est quelqu'un qui fait déjà de la musique, qui compose, qui fait plein de trucs et tout, je dirais la meilleure chose, c'est de s'associer à des projets qui sont avec d'autres gens. Ouais, qui sont avec si on parle d'être musicien pour quelque chose, par exemple dans le sens un peu designer sonore, musicien, compositeur pour, tu vois, genre, je sais pas moi, si ton rêve c'est de faire de la musique de film, je te dirais que commence par faire de la musique de court-métrage de gens que tu rencontres qui sont un peu au même niveau que toi. En fait, je pense que le meilleur conseil, ça serait vraiment de trouver des gens qui sont dans la même énergie et à peu près au même stade de leur envie propre, de leur niveau, mais dans leur domaine à eux. Donc typiquement, prendre quelqu'un qui veut trop être réalisateur, mais qui tourne encore avec son téléphone, ou j'en sais rien, ou qui tourne avec son appareil photo, et qui organise des petits courts-métrages, des tournages, des trucs machin. Parce que du coup, en fait, vous allez apprendre ensemble à faire des trucs. Et parce que c'est sûr que c'est beaucoup plus facile. Alors c'est sûr qu'au début, tu vas peut-être pas en vivre, tu vois, parce que c'est sûr que si tu me dis, c'est quoi le conseil pour en vivre demain, je te dirais, on va se calmer déjà. Mais par contre, si tu te dis que genre, c'est ton rêve, associe-toi à des gens
qui font des choses que toi tu sais pas faire et faites ensemble à votre échelle et en vous challengeant tout le temps pour essayer de faire un peu mieux la fois d'après. Mais ouais, associe-toi à des gens qui ont aussi un peu le feu comme ça en eux comme ça chacun apprend des autres en fait. Et c'est ça, et puis surtout du coup toi l'avantage c'est que ça va te donner plein d'occasions d'expérimenter des nouvelles choses et l'autre gros conseil aussi, et ça c'est un conseil que je donne beaucoup mais que j'ai du mal à suivre moi-même, mais c'est du coup d'achever les choses aussi pour genre va au bout d'un projet, finis-le et fais-en un autre. Si tu remets tout le temps sur la table le même truc en te disant non mais je suis sûr que je peux encore l'améliorer, je suis sûr que je peux encore machin, en fait t'apprends jamais. Non, et il faut lâcher la grappe. À un moment il faut se dire genre c'est comme ça, il existe. Et tu vois, typiquement, si tu fais la musique pour un court-métrage de quelqu'un que t'as rencontré et tout, je sais pas quoi, finissez votre film, quoi. Et vous le finissez, voilà, c'est comme ça, il existe tel qu'il est. Et puis, si vous êtes pas content, le prochain sera mieux. Et on en fera un autre et c'est pas grave. Mais c'est ça. Mais du coup, ça, je pense que voilà, c'est vraiment. Il me semble que c'est la façon de faire parce que du coup, au moins, t'as appris aussi à finir un projet, c'est-à-dire que t'as fait toutes les étapes qui vont jusqu'à la fin. C'est-à-dire aussi, tu te poses la question de comment tu le diffuses, comment est-ce que t'en fais la promo, comment est-ce que tu fais en sorte que les gens le voient, et puis pendant ce temps-là, tu commences déjà à faire de nouveaux trucs et tout machin, et donc voilà. Et puis surtout, c'est le fait de faire des choses avec des gens qui va te permettre d'en rencontrer de nouvelles et de faire du coup des nouvelles rencontres et peut-être de trouver un jour les personnes avec lesquelles t'auras vraiment envie de travailler tout le temps parce que c'est avec eux que tout match, quoi, tu vois, genre t'as des... Et que tout va se développer par la suite ensuite. T'as vraiment des rencontres professionnelles qui sont presque de l'ordre de rencontres amoureuses, de trucs, tu vois, t'as des comme ça, des personnes avec qui juste tout s'aligne et vous êtes d'accord sur... alors, ou pas toujours sur tout, mais en tout cas, vous avez la même vision, vous savez que vous voulez aller dans la même direction, vous aimez la façon de travailler ensemble, et ça c'est super précieux, et pour rencontrer ces gens-là, c'est comme tout, faut rencontrer pas mal et faut et c'est petit à petit, et ensuite par le biais d'amis ouais, c'est ça, ou de gens qui viennent te voir. Tu vois, là moi là ça m'est arrivé encore il y a pas longtemps à un concert où j'ai joué. À la fin, il y a quelqu'un qui vient me voir, qui me dit qu'il a beaucoup aimé et que ça l'a inspiré et tout, et qu'il voudrait qu'on fasse des trucs ensemble. Bon, il se trouve que moi, j'ai déjà plein de choses et tout, et que là, je peux pas non plus redévelopper un nouveau projet avec quelqu'un, mais ça peut arriver comme ça. Mais ça peut arriver comme ça, et des fois, voilà, juste, ça se trouve, ça tombe à un moment où, moi, du coup, j'ai du temps pour un nouveau projet, ou que, au contraire, je sais pas moi, la personne, t'as le temps de discuter avec elle et tu dis putain mais en fait on est trop d'accord sur plein de trucs, ce serait quand même cool d'essayer et tout, et puis des fois c'est comme ça que naissent juste des projets vraiment ambitieux ou des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, ça arrive, faut faire des choses pour que le reste arrive, quoi. Mais oui, moralité, il faut finir nos projets pour pouvoir avancer. Finissez vos projets, bordel. On n'en veut plus, on veut des nouveautés maintenant. Et merci beaucoup, Adrien. Ça m'a fait très très plaisir de faire ce podcast avec toi. J'espère que tu as bien apprécié toi aussi. C'était trop cool. Merci de nous avoir écoutés. Je vous laisse mettre des étoiles au podcast si vous avez apprécié cet épisode. Et je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode de Dolly's Talk. Mouah, des bisous. Ciao.